Si un pays commençait à penser à sortir de l'euro, les autres pays ont des questions légitimes. Voilà, alors ce monsieur que tous les fervents opposants à l'Union européenne connaissent, monsieur Olli Rehn, hein, qui a été un monsieur qui a un peu dirigé la France sans que les Français l'eussent su. Donc, puisque c'était ce monsieur qui nous donnait ce qu'on appelle les GOP, les grandes orientations de politique économique, qui avait pour but de dire à la France, vous voyez, bah, vous allez faire ça, vous allez... c'est ce monsieur qui nous a dit d'allonger la temps de retraite, c'est ce monsieur qui nous a dit de baisser l'indemnisation pour le chômage, c'est ce monsieur qui nous a dit d'arrêter les aides sociales, etc. Vous voyez, donc il sait parfaitement de quoi il parle, hein, et il a au moins, c'est vrai, une honnêteté déjà dans sa première parole, il nous dit, bah, si un pays quitte l'euro, les autres sont légitimes à le quitter. Donc déjà, dans le cas de la France, si on interroge, puisque là, dans le cas du reportage, c'est pour la France, la France est déjà légitime à quitter, puisque l'Italie est partie. Et il va faire pression politique légitime à ce pays. Oui, d'accord, on va se taper des pressions politiques légitimes, hein, selon lui. Donc il y aura des grosses pressions politiques, ce qu'on peut effectivement envisager, mais elles seront parfaitement légitimes, justifiées. Parce que c'est contre les engagements européens. Ah bah oui, mais l'Italie est déjà partie, donc il faudrait savoir, si l'Italie est déjà partie, de la pression de qui? De ce pays. Et c'est contre des accords communs entre les États membres de la zone euro. Ah bah oui, sauf que ce monsieur ne précise pas non plus que oui, c'est contre les accords communs, mais il n'existe pas de clause de sortie. Hein. Donc la seule clause, c'est sortir de l'Union européenne. Voilà, si on y avait une clause sortie de l'euro, bon ben elle n'existe pas. Il n'y a aucune disposition qui a été prévue. Et Attali, lui, il a expliqué pourquoi dans une vidéo. Donc voilà où est-ce qu'on en est. Et ça, ce n'est pas pris en compte. France Info, le réflexe info. Quentin Dickinson, bonsoir. Vous êtes à Bruxelles. On parle d'une réunion d'urgence du Conseil européen. Oui, à l'heure qu'il est, ce n'est plus vraiment une rumeur. Je puis vous confirmer l'arrivée ici, il y a quelques minutes, du président de la République, qui n'a pas cette fois, et contrairement à son habitude, échangé quelques plaisanteries avec les journalistes présents. Il faut dire que cette réunion sera probablement le moment le plus dur d'un quinquennat qui n'en manquait déjà pas. Avant François Hollande était arrivée Angela Merkel, visiblement exténuée par les heures qu'elle vient de vivre. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, ce soir doit se sentir franchement amer du naufrage inévitable d'une monnaie commune et d'un projet politique auquel il aura consacré une grande partie de sa vie. Ah bah oui, monsieur Juncker, hein, du Luxembourg, l'ami des banquiers, banquier lui-même, super, ouais, son projet de toute sa vie, ouais, le projet de lui et de son oligarchie qui s'effondre. Et ils en pensent quoi sinon les 500 millions autres Européens à qui on n'a jamais demandé leur avis pour participer dans ce projet? La décision de cette nuit consistera vraisemblablement à décréter un gel du taux de l'euro contre le dollar, le yen, le yuan et la livre sterling. Ah, alors ça, c'est intéressant pour la suite des événements. Mais pour bien comprendre le reportage, on nous dit qu'il y a un conseil européen. Vous l'avez bien vu, c'est pas un conseil de la zone euro, c'est tous les pays. Donc dans ce conseil, on nous dit qu'on va décider d'un blocage du taux de change avec les monnaies principales, donc le dollar, le yen, l'euro, la livre sterling. Bon, il peut la prononcer à la française s'il veut. Mais voilà, on nous dit qu'il y a blocage. Alors s'il y a blocage des taux de change, ça veut dire que le taux de change ne va plus bouger puisqu'il a été décidé unilatéralement par les pays européens. Et pourtant, vous allez voir la suite, c'est pas du tout le cas. Alors je comprends, vous voyez, ils se contredisent eux-mêmes. Ça a été décidé, c'est-à-dire la France sort de l'euro en disant... Voilà, la France, bon ben, j'ai pris ma décision unilatérale, je sors de l'euro. Et en même temps, il y a le Conseil européen qui prendrait la décision de dire que justement ce fameux taux de change, vous voyez, hein, quand on parlait de la dévaluation, ça sort d'où machin, ben là, il y a des mecs qui se mettent autour d'une table et ils disent, bon ben maintenant, l'euro, il vaut tant par rapport au yen, au dollar, machin, et on ne bouge plus les taux de change, jusqu'à nouvel ordre. Ça, c'est décidé par le Conseil européen. Vous voyez, comme quoi, dans la fiction, ils nous donnent des indications. Mais le problème, c'est la suite du scénario. À Bruxelles, Quentin Dickinson, France Info. France Info. C'est historique et c'est dramatique. Moi, Voilà, journaliste de France Info. Bon, bah c'est historique et c'est dramatique. Hein. Bon, on ne sera pas dans le même camp ce jour-là, c'est sûr. Je n'ai jamais vécu ça auparavant. Jusqu'ici, depuis 25 ans que je m'occupe des affaires européennes, on a essayé tant bien que mal de bâtir, de construire, d'aller de l'avant. C'est la première fois qu'il y a un coup d'arrêt avec un retour en arrière aussi dramatique.
Ah, donc ce monsieur-là, il nous confirme ce qu'on pensait depuis longtemps, c'est que tous les médias participent allègrement, en fait, à cette mascarade hein, et ce dogme européen. Donc ce monsieur, ça fait 25 ans qu'il nous dit, bah, je vous raconte des conneries sur l'euro et sur machin, parce que lui, il a contribué à raconter des conneries au moment du traité de Maastricht, au moment du traité de Lisbonne, hein, au moment de l'acte unique, etc., pour nous expliquer que bah, tout ça, c'est très bien, c'est l'avenir, c'est la modernité, c'est le parangon absolu qu'il faut suivre, ce modèle européen, ce dogme, voilà. Et ce monsieur-là, il nous indique quand même que les médias, hein, ce qu'on savait déjà, mais clairement dans le reportage, c'est affiché, les médias, eux, sont là et n'ont fait que pousser le projet européen, constamment. Bonjour à tous, merci de nous suivre pour cette édition spéciale. Tout d'abord, sachez qu'aucune solution de dernier recours n'a été trouvée cette nuit à Bruxelles auprès de nos partenaires européens. C'est par un communiqué de l'Elysée que François Hollande a choisi de s'exprimer il y a quelques minutes, à 5h45 précisément. Alors, la France quitte l'euro. Donc là, de toute façon, on va faire une petite pause, je pense, voilà, parce qu'on arrive dans la fameuse partie où la France va quitter l'euro. Et là, vous allez voir que le cataclysme qui nous attend, qui est provoqué, alors là, et n'oublions pas évidemment tout ce qu'on aura vu dans la première partie du reportage par rapport aux dispositions qui ont été prises. Et vous allez voir comment tout ceci est en contradiction totale, est une propagande. Et c'est très important parce que au moins nous, on pourra se préparer véritablement à la sortie de l'euro et ne pas se laisser avoir par le discours dogmatique des européistes. Voilà, alors la régie elle est prête, et ben c'est magnifique. On fait la pause et on revient juste après pour encore une fois le déboulkage et cette fois la France sort de l'euro. A tout de suite. Voilà, de retour pour cette troisième partie, hein, toujours, et puis il en reste encore, hein, j'avoue, mais on arrive dans la partie la plus intéressante en plus, puisque là la France est maintenant sortie de l'euro. Et donc c'est annoncé à la télévision française, hein, comme il nous le dit, par un simple communiqué. Alors je trouve assez étonnant que le président, je ne sais pas s'il a pas eu le courage ou alors de se présenter lui-même et de venir l'annoncer. Non, il nous balance un communiqué, vous savez, un peu, oh, bah, on sort de l'euro, hop, c'est un machin, bon allez, hein, c'est gros, bon, allez, on fait la guerre à la Russie, allez, tiens, tu vas annoncer ça à la télé. Non mais qu'est-ce que c'est que cette farce, quoi? Donc voilà, maintenant c'est officiel, la France sort de l'euro. La déclaration du chef de l'État est concise et historique, la voici. La France retrouve sa souveraineté monétaire. Ah ça c'est très important. Alors très important de voir ce qui a été dit, parce que c'est ce qui pose les bases hein, de leur raisonnement. C'est pas moi qui les pose, c'est eux. Le franc euro devient la monnaie nationale. Alors le franc euro devient la monnaie nationale. On ne sait pas pourquoi, il ne devient pas tout simplement le franc euro. Alors, déjà on se débarrasse de l'euro, mais on va appeler une monnaie franc euro. Bon, ça aussi c'est une aberration du système. Il remplace l'euro au taux de 1 franc euro pour 1 euro. Ah, bah voilà, bah, quelqu'un qui a vu encore les conférences de FA, tu vois, certainement. Mais voilà, il remplace l'euro au taux de 1 franc pour 1 euro. Ah, ça, déjà, c'est une information très intéressante. Et la deuxième l'est encore plus. La loi de 1973 interdisant à l'État d'emprunter auprès de la Banque de France est abrogée. Cette décision est provisoire, elle prend effet immédiatement. Ah, bah voilà, la France donc reprend son indépendance monétaire, sa souveraineté totale sur ses finances, puisque l'euro, donc c'est eux qui le disent hein, dans le scénario, c'est pour ça que c'est très important à comprendre pour la suite des événements. On nous dit qu'une monnaie donc va être créée, c'est le nouveau franc euro, qui serait valable, donc convertible face à l'ancienne monnaie, l'euro au taux de 1 pour 1, et que l'État aura désormais la possibilité d'emprunter directement auprès de sa Banque de France et ne plus emprunter sur les marchés financiers. C'est pas moi qui le dis, c'est François Hollande, président, c'est dans ce reportage ce qu'ils ont posé comme postulat. Et pourtant, vous allez voir la suite des événements. Pour les détails, eh bien, il faudra patienter jusqu'à ce soir 18h. Le président de la République a annoncé une conférence de presse exceptionnelle à l'Elysée. Si l'on pouvait bien sûr s'attendre à cette décision depuis les événements des dernières 48 heures, l'onde de choc reste considérable. Voilà sans nul doute une nouvelle ère économique qui commence ce matin au moment où la France se réveille. Je l'ai pris en buvant mon café comme tous les matins devant la télé. Donc première chose qui nous saute au visage, c'est ça. Qu'est-ce qui nous saute au visage? Ouais, bon, c'est vrai que déjà,
On est censé quand même être dans une situation où on peut imaginer que ça va pas se faire comme ça au coin de table. Hein. Oui, on sort de l'euro du jour au lendemain, machin. Ce sera bien anticipé avant, forcément il y aura une crise, il y aura eu quelque chose. Mais bon, ce monsieur il découvre tout le matin en buvant son café. C'est une mauvaise nouvelle parce que c'est voilà, comme ça, on se lève le matin, ça vous tombe dessus, bah on n'est pas prêt évidemment. On n'est pas prêt évidemment. Ah bon, mais il y a être prêt de quoi? Puisque c'est le taux de change de 1 pour 1, ça ne change rien. C'est calcul, il n'y a rien qui change. On va lui payer son café, le prix de son café, et puis c'est tout. Et il vaudra juste, on convertit les monnaies. Puis en plus, les monnaies, on parle d'un franc-euro. D'ailleurs, on me disait, oui, pété derrière le franc-euro. Oui, moi non plus, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je me dis, franc-euro, c'est juste pour pas dire franc, quoi. Et encore mettre, c'est un peu comme, c'est beau sorcier vaudou. Franc-euro, euro. Hein. Du jour au lendemain, comme ça. Mais bon, on va essayer de s'adapter. Mais c'est pas simple. À 6 h, comme tous les matins, Jean Ribéro ouvre sa boulangerie parisienne. Mais aujourd'hui, il doit aussi changer de monnaie. Ben, il ne va pas changer de monnaie. Il faudrait savoir, puisqu'on a dit que l'euro est valable au taux de la nouvelle monnaie de 1 pour 1. Donc ça veut dire que quand vous allez vous présenter avec votre billet de 10 euros, il vaudra 10 francs, point. Donc ça ne change rien. Ça change absolument rien. Arrêtez de... Cette dame, oui, se réveille, oh ça y est, c'est le monde m'est tombé sur la tête. On est repassé au franc ce matin. On est repassé de l'euro au franc cette nuit. On continue à payer en euros en attendant que, voilà, que ça se passe, mais... On continue à payer en euros en tant que ça se passe, et alors, et c'est compliqué, parce qu'il nous disait que le monde s'était effondré il y a 2 minutes. Voilà, c'est un peu ennuyeux, mais bon, 40 chouquettes, donc ça fait 20 euros, non, 20 francs maintenant. Quand on a vu la préparation qu'il a fallu... Ah bah attendez, 20 francs, 20 euros, ça change rien pour le prix de ces chouquettes, hein. C'est un peu cher d'ailleurs au passage, des chouquettes à 20 euros, mais ça change rien. Alors oui, préparation. Hein. Pour passer du franc à l'euro, en 24 heures, revenir en arrière, ça bouleverse toute la politique économique. Après tout ce qu'on nous a promis avec l'euro, bon. Eh ben, il fallait se retourner peut-être vers monsieur Attali, mon cher monsieur, et vers tous les dirigeants qui, pendant 25 ans, vous ont vendu l'euro, hein, comme la panacée justement de ce qu'il fallait faire en termes économiques. Donc c'est vers ces gens-là qu'il faut se retourner, hein, certainement. Wait and see. Merci beaucoup. Alors un croissant, c'est 1 franc 20 ce matin. Merci, bonne journée, à bientôt. Je pense que c'est très bien, parce que le franc, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. Que l'euro nous a vraiment... nous a mis dans une catastrophe économique complètement. Alors c'est bien, parce que vous voyez, c'est la deuxième parole, alors à part Jacques Sapir, où on entend quelqu'un qui se satisfasse un petit peu quand même de ce qui a été fait. Et ce que j'observe, c'est que vous voyez, cette personne-là, eh ben, sa parole, dans le reportage, elle est prise comme quelqu'un du public. Et donc quelqu'un du public qui n'a pas de légitimité, qui n'a pas forcément l'expertise, la compréhension, donc, et qui est le citoyen lambda. C'est comme ça que c'est vu. Les citoyens lambda qui n'y comprennent rien, d'accord, eux ils sont pour. Mais vous savez, nous les experts, nous qui avons le savoir, nous vous disons que l'Europe, attention, si vous sortez, ça va faire mal, hein, voyez. Mais cette pauvre dame, comme ça, bon, bah, elle se trouve très bien. Et bah, dans le reportage, c'est vu comme, vous voyez, la dame qui vient chercher son croissant le matin. Alors elle trouve ça très bien, mais elle sait pas de quoi elle parle. J'ai entendu 2-3 mots se dire dans le RER. Voilà, vous voyez, elle a entendu 2-3 mots dans le RER, voilà, toute son analyse politique. Sans comprendre évidemment de quoi il s'agissait, tellement ça nous tombe dessus comme ça. Bon, apparemment c'est une décision qui a été prise du jour au lendemain, ou tout du moins sans faire appel à la population. Ah bah oui, mais ça, on a l'habitude, madame, je suis désolé, mais une décision prise du jour au lendemain sans faire appel à la population, ce sera pas la première fois dans l'histoire de France, et particulièrement depuis ces 25 dernières années. Donc là, il faudrait peut-être se réveiller un petit peu, parce que quand vous imposez le traité de Lisbonne, c'était aussi du jour au lendemain, et sans demander l'avis de la population. Alors là, elle est un peu étonnée, sans l'avis de la population, mais depuis quand on demande l'avis de la population? Et est-ce qu'on a demandé aux Français, d'ailleurs, s'ils étaient pour ou contre cette entrée dans l'Union Européenne? Est-ce qu'on leur a demandé? À un moment, on leur a posé la question. Est-ce qu'on leur a demandé? Moi, je pose cette question-là aux européistes. Donc après, à voir si on y gagne ou pas, si on peut essayer de retrouver un petit peu de pouvoir d'achat à travers cette décision qui a été prise justement hier, voilà. Oui, enfin, elle avait rien à dire, quoi. À partir d'aujourd'hui, tous les échanges de notre économie se font donc en francs-euros et tous les contrats antérieurs sont automatiquement valables en francs-euros. Voilà, en francs-euros. Donc c'est déjà une complication supplémentaire, hein, qu'on a apportée, voilà. On me dit pas, oui, les chouquettes, pas cher le croissant à 2,20 €, tu m'étonnes. Moi aussi, ils sont plus chers à côté de chez moi. Vous étiez payé 1 500 € par mois, vous toucherez 1 500 francs-euros.
Le remboursement de votre emprunt à la banque s'élevait à 800 €, il vous coûtera 800 francs euros. Vos économies de 12 000 €. Alors là, c'est saisissant. Vous voyez, vos économies de 12 000 €, regardez la magie de la manipulation mentale. Sont transformés en 12 000 francs euros. Voilà, donc quand on vous dit vous avez 12 000 €, vous avez le cochon qui est plein, vous voyez, de pièces, mais qui devient 12 000 francs et hop, ils ont retiré les pièces. Et psychologiquement, même sans vous le dire, alors qu'on est en train de vous expliquer que c'est la même chose, on vous montre quelque chose à l'image qui vous fait interpréter la chose différemment. Ça, c'est voilà, un exemple encore de manipulation de ce reportage à cet endroit-là où le cochon, subitement, 12 000 francs devient 12 000 € serait bien 12 000 francs, et pourtant, quand ils deviennent en francs, hop, vos pièces disparaissent. La baguette de pain, la consultation chez le médecin, la cantine des enfants, les voitures allemandes, le textile turc, tout se paye maintenant en francs euros. Pour les Français, la première difficulté est d'ordre pratique. Avec quoi va-t-on payer ses achats quotidiens et comment les commerçants vont-ils les encaisser? Mais alors, là, je suis en train de sauter sur ma chaise. On nous a expliqué depuis le début, hein, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le communiqué de Hollande tout à l'heure, que 1 franc euro égale 1 euro. Et on dit, ah ben on va se poser la question, mais comment faire? Mais on va payer avec nos euros, tout simplement. Mais c'est pas possible. Comment on peut... On va payer avec nos euros. Avec quoi on va payer? On va se retrouver... Ben oui, simplement que quand vous aurez votre euro, il aura une valeur de 50 francs. Et que je sache, hein, pour les monnaies étrangères, que je sache, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Conseil européen qui a bloqué les taux de change et la France qui a rétabli le contrôle des capitaux en violation de tous les traités, encore une fois. Hein, parce que là, la sortie de l'euro, on sait pas comment non plus. Mais bon, bref, on est sorti de l'euro quand même. Et en violation de tous les traités, donc on bloque le contrôle des changes. On met un taux de change fixe avec les monnaies extérieures et on nous dit, bah, les Français vont pas savoir comment faire. Mais ils vont sortir leur petit billet de 20 € et il vaudra 20 francs. Point. Qu'est-ce que vous voulez chercher plus loin? Qu'est-ce qu'on veut aller nous compliquer en nous disant, comme si tout va apparaître dans le pays, il y aura 2 monnaies. Depuis quand vous allez à votre boucher puis vous payez en dollars? Expliquez-moi, depuis quand? Parce que moi, ils n'acceptent pas les dollars à côté de chez moi. Peut-être chez vous, je sais pas. Mais on paye en euros partout. Donc forcément, si on se retrouve le lendemain à sortir de l'euro, eh ben les euros, ils auront un taux de change fixe qui aura été préétabli par le gouvernement, et point, votre billet de 50 €, il vaudra 50 francs. C'est tout. Hein. Et ça, c'est le temps, justement, qu'on fabrique de la nouvelle monnaie. Qui a de la monnaie aujourd'hui? Qui a des francs? Mais personne n'a des francs, madame. Alors ça c'est la pharmacienne qui a décidé de collaborer, hein, la collabo-pharmacienne. Bah oui, personne n'a encore la monnaie, madame. Ils vont utiliser leur billet qui existe déjà. Je sais pas s'il y a des gens qui ont des francs ce matin dans leur porte-monnaie. C'est aberrant, quoi. Ah bah ce qui est aberrant, c'est de penser que les gens n'auront plus d'argent pour payer puisque les euros sont là et qu'ils auront une convertibilité avec le nouveau franc. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Donc comment ça se passe? Les gens, ils arrivent avec des francs, ils arrivent avec des euros, j'accepte les francs. Enfin, comment ça se passe, ça, concrètement? Eh ben, comment ça se passe? Tu vas arriver avec ton billet de 50 €, on va lui expliquer à la dame, et puis quand elle va me dire ça fait 45 €, 45 francs, je vais lui donner mon billet de 50 € qui vaudra 50 francs, il me rendra 5 €. Après, quoi, alors les gens ne savent plus calculer, hein. Je crois que c'est l'arrivée de l'euro, c'est terminé. Alors, le calcul mental disparaît, on ne sait plus calculer. Hein. 1 égale 1, pourtant ça paraît clair. Hein. Parce que comment on a fait, moi j'ai envie de dire à cette dame, quand on est passé du franc à l'euro, où le taux de change était de 6,55, 57, hein, qu'on se faisait escroquer, on se faisait carotter à chaque fois qu'on allait chez un commerçant parce qu'il fallait faire des calculs invraisemblables pour savoir, attendez, ouais, ça vaut 3 francs, oh là, lui il est en train de me dire 6 €, machin, etc. On n'y comprenait plus rien. Moi, je me rappelle très bien, le petit épicier en bas de chez moi, à chaque fois qu'il me rendait la monnaie, j'étais obligé de lui dire non, il n'y comprenait rien, il me rendait des billets de 50 francs. Je disais non, c'est pas bon et tout. Plein de fois, j'aurais pu l'escroquer, je vous jure, parce qu'il ne comprenait plus rien avec sa monnaie. Il rendait la monnaie, il ne savait plus. Mais parce que c'était compliqué, ça c'était compliqué. Mais là, il n'y a rien de compliqué. On vous dit 1 € égale 1 franc, point, c'est tout. Moi, je n'ai que des euros dans ma caisse. Mais nous aussi. Personne n'a produit des billets alternatifs au cas où on sortirait de l'euro. Mais les billets alternatifs, vous allez voir que c'est vraiment l'excuse, pardonnez-moi, mais à la con, quoi. Voilà, parce que je trouve même pas d'autre adjectif hein, pour qualifier voilà, cette absurdité, cette énormité qui nous est sortie. Les billets vont constituer un problème, mais il n'y aura pas de problème. Si on a décidé d'un taux, on décide d'un taux, point. C'est 1 € égale 1 franc, terminé. Donc on n'a rien en échange le lendemain. Donc ça veut dire que les gens ont toujours des euros et que l'euro a toujours valeur.
Mais oui, mais on va changer la monnaie, monsieur le banquier de la Bred. Hein, vous qui savez très bien que la France, on est capable de fabriquer des billets, on est presque les champions du monde en matière de fabrication de billets. Hein, donc, qu'est-ce qu'il nous raconte, ce monsieur, comme si ça allait être on a l'impression qu'on est au Botswanaland, dans le désert. Ah non, ça y est, c'est terminé. On est en France. La France, elle est capable de faire ce changement-là en très peu de temps. Et l'histoire qu'on nous raconte me dit c'est une énormité, c'est une fadaise de nous raconter que on ne pourra pas payer, on pourra payer avec nos euros. Les euros auront un taux de change en francs, c'est tout. Égal. Ils n'ont rien d'autre. Qu'est-ce qu'on leur donne? Il est un peu gêné d'ailleurs, je vous fais remarquer à chaque fois, lui, il regarde ses notes et tout, c'est de la propagande. On donne des billets de Monopoly, on n'a rien d'autre. Bah, les billets de Monopoly, c'est un peu l'euro, le plus. C'est toujours la version accusatoire. France doit donc fabriquer des billets en francs, et vite. En 2002, pour passer du franc à l'euro, il nous avait fallu 3 ans. Cette fois-ci, le gouvernement a promis une nouvelle monnaie dans 90 jours. Oui, il doit falloir 3 ans. Mais vous allez voir que tout ça, c'est des billevesées. D'ailleurs, Jacques Sapir va démonter un peu tout ça en expliquant comment on pourrait faire très simplement. D'ici là, il décide de tamponner des billets d'euros pour les transformer en francs. Pendant cette période de transition, les deux monnaies vont coexister. Mais même cette phase-là, cette phase dans l'absolu du oui, 1 franc égale 1 euro, elle n'est même pas nécessaire. Ça, c'est encore une complication. On peut le faire et on pourra le faire. Mais dans le 1 pour 1, elle n'est même pas nécessaire. La Banque de France ouvre un guichet et elle va pendant quelques semaines faire circuler des billets avec un tampon dessus. Simple tampon de caoutchouc. Ceci est 1 franc, ou ceci c'est 20 francs, ceci c'est 50 francs. Bon, voilà. Donc, si vous voulez, techniquement, c'est une opération, certes, un peu lourde, mais qui est très simple. Voilà, il débunque tout ça, mon cher Jacques Sapir, il a raison. C'est une opération simple. C'est très simple de changer de monnaie, parce qu'on vous a fait croire, voilà, depuis tout à l'heure, vous voyez, la pharmacienne, le boulanger, tout le monde, ils vont plus s'y retrouver. Mais comment ils ont fait quand on est passé du franc à l'euro? Comment ils ont fait? C'était bien plus complexe, puisque là, il n'y avait pas le taux de change était de 6,55, je le rappelle. Hein, là, c'est de 1 pour 1. C'est le président de la République qui l'a annoncé. C'est le Conseil européen, c'est pas moi. À faire. Alors, voilà, toujours, les médias, c'est toujours saisissant. Vous avez la petite affiche, donc le point. Franc euro, franc zéro. Hein, voilà, donc les médias sont aussi dans leur rôle. Après avoir porté au pinacle l'euro pendant 25 ans de propagande, hein, dès qu'on passe au franc, ils sont là pour le descendre alors que le franc n'est même pas arrivé. Voilà les médias. Voilà, là on va nous parler de la dépréciation du franc, c'est très important. De prime abord, sur notre territoire, rien ne semble avoir changé, à part le nom de la monnaie. Voilà, vous voyez, c'est rien passé. Hein. Le séisme, le tsunami, le cataclysme, l'attaque nucléaire, les Anunnaki et je ne sais pas quoi, parce que là c'était vraiment de la totale. Il ne s'est rien passé. Vous voyez, on s'est relevé le matin, hein, il est parti chercher son croissant, il n'y a que le boulanger, j'ai du mal à calculer, mais pourtant ça change rien. Et la pharmacienne, peut-être, je sais pas, a pris trop de cachets la veille, ça lui fait un problème. Ah ben les gens n'ont pas de francs, même ils ont des euros, et que les euros donc ont un taux de convertibilité avec le franc. Donc, où est le problème? Il n'y en a pas. Mais à l'extérieur, sur le marché des changes, la devise française dégringole. Alors, à l'extérieur, sur le marché des changes, alors, marché des changes qui est, je le rappelle, contrôlé, marché des changes qui, il me semble, le Conseil européen ayant décidé d'un taux de change fixe avec les principales monnaies, si on crée la monnaie le franc va être forcément cette nouvelle monnaie collée à ce système européen et donc devrait profiter, puisque l'Italie, elle profite bien, apparemment elle est sortie de l'euro, mais elle est encore dans l'Union européenne, donc nous aussi en théorie. Donc, vous voyez, que des incompréhensions, des zones d'ombre qui ne sont pas soulevées, on regarde forcément, voilà, on vous conserve dans le flou artistique de ce côté-là. On vous dit juste, les marchés sont pas contents. Mais on n'explique pas vraiment en quoi il y a une réalité derrière. Hein, puisqu'on vous dit, à l'extérieur, ça va changer. Ah bon, ça va changer? Mais alors la décision du Conseil européen, la décision de François Hollande qui a dit qu'on reprenait notre souveraineté monétaire, qui a violé tous les articles, qui a rétabli le contrôle des échanges, tout ça est effacé. Donc illogique avec ce qui est dit là, incohérence totale. Se déprécie par rapport aux autres monnaies, notamment par rapport à l'euro. Lundi à 9h, 1 franc euro vaut 1 euro. À 16h, il faut donner 1 franc 20 pour avoir 1 euro. Le lendemain, 1 franc 26.
3 jours plus tard. Ah, voilà. Donc le franc, il est déjà coté par rapport à l'euro. Mais le président de la République, pourtant, a annoncé qu'il y avait un taux de change fixe. Hein, parce que ça, on pourrait l'imposer. Vous savez, c'est une décision politique. Il y a cette histoire de, oui, ah bah le franc va s'envoler. Si on le décide, du jour au lendemain, on prend la décision. Vous voyez, c'est un simple décret présidentiel et c'est terminé. Il n'y a même pas besoin de passer à l'Assemblée en disant le franc, 1 franc égale 1 euro et point barre. D'ailleurs, c'est ce que Hollande est censé avoir décidé, je le rappelle, puisque c'est eux-mêmes qui l'ont annoncé. Donc on nous explique que tout d'un coup, ce franc qu'apparaît, il est déjà dévalué par rapport à l'euro. Ah bon? Mais attendez, le taux de change ne peut pas. Et puis en plus, il y a une interdiction du marché d'échange, donc il ne peut pas y avoir de spéculation en théorie avec ces nouveaux francs, puisque la France est contrôlée, les capitaux ne peuvent plus sortir. On m'explique. Il faut dépenser 1 franc 33 pour se payer 1 euro. Autrement dit... Il faut payer 1 franc 33 pour payer 1 euro, mais on avait décidé que le franc était 1 pour 1. Vous voyez, encore, voilà, contradiction jusqu'au bout. Et puis là, c'est pas fini, ça ne fait que commencer. Se faire tamponner un billet de 100 euros revient à le transformer en 100 francs euros, mais ce billet ne vaudra que 75 euros à l'étranger. Ah bon? Et ce billet ne vaudra que 75 euros à l'étranger, oui, une fois la période peut-être passée du délai pour lequel le taux de change aura été de 1 pour 1 en France. Hein, donc voilà, c'est une fois passé ce délai. Et puis oui, qu'il soit, vous gagnez un peu moins de pouvoir d'achat à l'étranger, j'ai presque envie de dire, je ne sais pas, vous vivez où vous, hein? Ouais, vous vivez peut-être en Finlande, peut-être dans les pays baltes et tout. Bah non, pour les 65 millions de Français qui vivent en France, eh ben, ils y trouveront voilà, leur avantage. Ça, c'est une propagande. Certains commerçants commencent donc à afficher 2 prix pour leurs produits en monnaie nationale et en monnaie étrangère. Ah, alors, ça c'est assez fantastique. Vous voyez, là on est dans le cœur, encore là on avance dans le cœur du sujet. Donc, on nous dit, le commerçant va afficher son prix en monnaie nationale et en monnaie étrangère, puisque l'euro étant devenu de facto une monnaie étrangère. Or, a-t-on vu en France déjà afficher comment dire, 2 prix qui sont en monnaie nationale et étrangère? Je suis désolé, quand l'euro est arrivé, c'était le double affichage, c'était 2 monnaies nationales. Là, on nous dit, ah bah d'un coup, voilà, c'est une monnaie étrangère. Mais dans ce cas, c'est une monnaie étrangère, on n'affiche pas le prix en monnaie étrangère. Et que je sache, pourquoi un affichage de double prix? Puisqu'on nous a expliqué que c'était le taux de 1 pour 1. Donc si j'achète mon costume à 150 euros, il vaut 150 francs, point barre. Qu'est-ce qu'on va nous compliquer avec les histoires de change? Mais il n'y a pas de change, c'est eux qui l'ont dit, puisque le taux de change, les changes ont été bloqués. Et le taux de change avec les monnaies a été bloqué par le Conseil européen. Aberration encore, grosse aberration. Alors par contre, je ne vous ai pas demandé à combien elle est. Alors, la cravate, c'est 50 euros. D'accord. Et sinon, en francs euros, c'est au taux du jour. Ah, en francs euros, c'est au taux du jour. Donc cette dame, en fait, elle a des... C'est ça qui est incompréhensible. Donc elle a des euros que le président a décidé qu'il y avait un taux de convertibilité d'1 pour 1, et pourtant, ce monsieur lui propose de payer avec 2 monnaies différentes. Alors comment on fait, puisqu'on avait décidé que c'était 1 pour 1? Qu'on m'explique. Ça, c'est incohérence totale. Que vous faites le taux tous les jours? Oui, tous les jours, on calcule le taux pour être au plus juste. Ah, mais ça, c'est pas mal, parce que quand même, vous êtes rare à le faire. Le taux du jour, c'est 1,33 €. Donc je vais vous dire combien ça fait. 50 euros fois 1,33 égale 66 francs euros 50. Voilà, donc, voilà, par magie. Hein. Et puis les 66 francs euros 50, alors comment ils sont? Puisque c'est quoi? C'est les fameux billets qu'on doit faire tamponner, mais je croyais qu'on perdait sa valeur d'achat qu'à l'étranger. D'ailleurs, c'est eux qui l'ont dit encore, vous voyez. Et là, elle est en France, la dame. Et pourtant, elle perdrait quand même sa valeur d'achat sur le territoire français. Mais c'est pas possible si le taux est de 1 pour 1. Donc, à la limite, allez, par la spéculation, on va dire, allez, à l'étranger, j'accepte l'argument. Mais s'il est fallacieux, allez, on peut le dire. C'est eux qui l'ont dit. Mais là, on est en France. Donc, ça veut dire que le taux, il est de 1 pour 1. Donc, cette opération est ridicule. Le monsieur, il n'a pas à calculer, le vendeur de cravates, le taux des yens. Si un touriste japonais se présente à lui avec des tonnes de yens, eh ben on va lui dire d'aller les changer. Il ne va pas accepter les yens. Hein, il ne pourra pas d'ailleurs. Il ne pourrait pas. Donc vous voyez, c'est ça l'aberration de ce reportage. Et ça continue. Hein. Attendez, oula, on va toucher les sommets. Le du jour. Exactement. D'accord. Bon, et ben moi, pour tout vous dire, j'ai gardé quelques euros de l'époque. Donc je préfère de loin vous payer en euros. Ah oui, tu vas payer en euros, alors qu'un euro égale 1 franc. Bon. Mais elle va payer en euros. Hein, et qu'on m'explique la différence, puisque 1 euro égale 1 franc, comment je fais moi avec mes euros? Ah bon, il vaudrait moins que les autres, je sais pas. Voilà. Merci madame. 4 jours après le retour au franc, les consommateurs prennent conscience de la dévalorisation de leur nouvelle monnaie. Là où ça se complique, si ça ne l'était pas déjà suffisamment, c'est pour les pièces de monnaie.
Ah bon? C'est pareil pour la pièce. Ah bah les pièces, 1 euro en pièce, ça vaut plus 1 euro en franc. Ah, c'est pas pareil. Les maths perdent dans le métal. Il y a une espèce de perte métallique. Je sais pas ce qui se passe. On ne peut pas les tamponner. Pour l'instant, ce sont aussi bien des francs euros que des euros. Débute alors l'ère du grand bricolage, où chacun de nos achats quotidiens devient un exercice. Ça fera 1 franc 20, s'il vous plaît. Ok. Bah, 1 franc 20, il me semble que Hollande a décrété, si je reprends le communiqué, le franc euro est la monnaie nationale de la France. Donc pourquoi on nous bassine avec un double affichage, un double prix, etc. Tous ceux qui ont des euros, eh ben, l'euro est accepté dans un temps, on va dire minimum, du taux de 1 pour 1 à pouvoir changer, c'est tout. Donc tout ça, c'est une aberration. Tout ça est une aberration. Donc on vous paye en euros, c'est pas... 1 franc égale 1 euro, ça change rien. Mais elle va payer en euros, les francs ne sont pas encore disponibles. Mais j'ai regardé le taux en fait, et le taux du jour, c'est pas 1 franc est égal à 1 euro. Hein. Oui, mais pas en France. Vous me donnez 2 euros, je vais vous rendre 80 centimes, 2 francs. Non, mais on a regardé, on a téléchargé une application. Ah, voilà, la grosse maline hein, sur son iPhone. Bah ça, en plus, c'est un petit passage, c'est vrai que c'est l'argument d'énergie. Regardez mon application, machin. Bah oui, mais ton application, elle ferait bien, je sais pas si elle a pris en compte les dispositions du président de la République et du Conseil européen, quoi, visiblement. 1 euro au cours du jour, c'est 1 franc 33. Oui, à l'étranger. 1 euro, ça vaut pas du tout 1 franc. Payez-moi et je vais vous rendre la monnaie, vous verrez. Merci beaucoup. S'il vous plaît. C'est votre monnaie. Ouais, il n'y a que 80 centimes. Ouais. Bah, il manque 30 centimes, donc... Eh ben donc, tu prends ta calculette et tu vois qu'un franc, ça fait 1 euro. Donc tu recalcules, c'est tout. Sur passer les 30 centimes, vous êtes capable de donner une pièce de 20 et une pièce de 10 en plus. Eh ben toi, t'es capable de calculer 1 plus 1 égale 2 aussi. On perd 30 centimes. Demain, on perdra combien? Monsieur, je fais 250 à 300 cafés par jour. 300 conversions, c'est impossible. Bah, c'est impossible, mais quelle conversion? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de conversion à faire, mais ils sont quand même, ils sont fascinants, quoi. Ils vous disent c'est 1 pour 1, puis après on vous dit ah bah non, il y a des conversions, des calculs. Moi, mais il n'y a pas de conversion. C'est 1 pour 1 point. Donc ça, c'est de l'escroquerie, ça. Les petites sommes comme. Si, clairement, vous faites la conversion à votre avantage et vous dites bah je fais 300 cafés, 30 centimes, bam, 90 euros dans ma poche. Je devrais pouvoir, mais je ne peux pas. Voilà. Bah, j'y devrais pouvoir, mais je ne peux pas. Bah, le pauvre, bon, déjà, il n'y a plus d'arguments. Mais surtout, si c'est 1 pour 1, non, il a rien. On lui donne 1 euro, c'était tout. Si on vous donne 1 euro, le café, il est 80 centimes, et ben, vous rend 20 centimes, et c'est tout. Et je vois pas où est le problème. Vous voyez, ça, c'est de l'invention, puisqu'on vous dit, ah oui, mais même quand bien même le franc serait coté à l'étranger, éventuellement, parce que ça suppose en plus que l'euro continue de survivre, hein, ce qui est, bon, pour moi, fantasmagorique aussi. Mais c'est complètement faux, parce qu'elle est en France. Donc en France, le taux, il a été décidé par le président de la République, point. Bon, c'est tout. C'est pas, c'est pas le monsieur, le commerçant qui va décider ça. C'est hyper compliqué parce qu'il y a des taux de change. C'est hyper compliqué, il y a des taux de change. Bah non, justement, c'est 1 pour 1. Non, c'est pas compliqué. Hein. Il y a une conversion parce que le taux de change change tous les jours. Mais c'est pas 2 monnaies qui vont se côtoyer avec une monnaie sur laquelle on va spéculer. Les gens, quand vous aurez vos euros dans la poche, vous allez les prendre et ils seront valables en tant que francs pendant un moment. C'est-à-dire qu'on va accepter que vous allez le temps que tout le monde change, ça peut durer 3 mois, 4 mois, qu'on change et que les nouveaux billets arrivent, tout simplement. C'est tout. Là, ça c'est de l'enfumage. Et qu'on n'y comprend rien, qu'on peut pas rendre la monnaie qui n'existe pas encore, et les gens... Ah bah oui, ça c'est sûr, c'est vrai, c'est pour ça que ça s'appelle ça de l'enfumage. Ils ne comprennent pas ça, et enfin voilà, donc moi je fais comme je peux, je suis en première ligne, et voilà, je subis. Ah, voilà. Alors, là c'est bien encore, vous voyez, des petits passages, toujours avec les médias qui ont largement collaboré à ce documentaire. Alors là on voit frais bancaires, des banques de plus en plus voraces. Des conseils pratiques pour bien acheter en francs. D'accord, donc on nous explique le franc n'est même pas encore là et tout, il y a déjà 60 millions de consommateurs qui fait des enquêtes pour bien acheter en francs, alors que le taux est de 1 pour 1, je vois pas qu'est-ce qu'ils vont nous expliquer. Et puis les frais bancaires, les banques sont de plus en plus voraces, et pardonnez-moi, n'ont pas attendu l'euro, la sortie de l'euro. Allez voir les scandales sur les frais bancaires, vous allez comprendre l'étendue avec leur commission d'intervention, etc. Tous les frais qu'on vous ajoute dès que vous dépassez un petit peu votre découvert. Alors oui, les frais bancaires, les banques voraces, c'est pas le scoop et c'est certainement pas la sortie de l'euro qui a amené ça. Avec un franc dévalué, tous les produits importés deviennent plus chers et la France est très dépendante de ses achats à l'étranger.
Ah bah oui, bah c'est le moment peut-être de relocaliser ici aussi, parce que tous les produits importés, hein, on a détruit notre industrie, hein, l'agriculture, on est dépendant justement des importations. Bah, il est temps de relocaliser l'industrie et de se reconcentrer sur une politique française. Jusqu'à présent, les importations s'élevaient à un peu plus de 500 milliards d'euros chaque année. Le budget des ménages est sérieusement touché. Les Français accusent le coup. Mais touché par quoi? C'est par cette fausse dévaluation mystique du reportage, hein, parce que ça, pour le moment, c'est mystique. C'est le consommateur qui va payer l'inflation de 20%. Dévaluation, ça veut dire inflation sur le pouvoir d'achat. Ah bah, lui, il est bien placé, super fondé pour venir nous donner des leçons, Édouard Leclerc, hein, le monsieur qui mange des marges arrière et qui mange sur les marges de la grande distribution, en veux-tu, en voilà. Qui va nous donner maintenant des leçons comme quoi il serait pour le plus grand bénéfice des consommateurs. Alors ce monsieur-là, hein, il est peut-être responsable indirectement de la mort de plein d'agriculteurs qui se suicident, hein, en particulier hein, dans l'élevage, dans le lait, dans les fruits et légumes. Lui-même, il en a parlé parce que ce monsieur-là, quand il négocie hein, justement ses approvisionnements, il va mettre la pression, hein, il va jouer de cette concurrence en disant aux Français, bah vous, hein, de toute façon, vous voulez pas me vendre votre lait à tant de centimes du litre, mais moi je vais aller l'acheter en Hongrie, je vais l'acheter en Pologne mon lait, hein, donc j'ai pas besoin de votre lait. Donc du coup, ce sont les Français qui sont obligés de s'aligner sur les prix des Polonais. Voilà, ça c'est la réalité de l'Union européenne. C'est comme ça que ça se passe. Donc ce monsieur qui va nous donner des leçons de oui, on va se répercuter sur les consommateurs, mais ça on a l'habitude, monsieur Leclerc, on vous a pas attendu et on sait que c'est votre spécialité. 1%. Ça veut dire augmentation de tous les produits importés d'au moins 20%. 20% plus cher le carburant, 20% plus cher les oranges, les produits d'art de la table, l'équipement de la maison, l'équipement de la personne, tout ça, ça flambe de 20%. Et vous n'êtes pas obligé de la répercuter, cette hausse? Bien sûr que tout le monde est obligé de la répercuter. Personne n'a 20% de marge sous le pied pour aucune entreprise, ni industrielle, ni de distribution, n'a ça sous le pied. Ah, personne, évidemment. Tous des grands pauvres hein, de la grande distribution, c'est bien connu. Personne n'a cette rente. Donc forcément, c'est le consommateur qui paye. Mais c'est toujours le consommateur qui paye, monsieur Leclerc. Ce n'est pas vous qui payez. Cette hausse des prix à la consommation, Gérard Calca s'inquiète de la subir de plein fouet. Alors là, vous allez voir aussi, alors ça c'est l'exemple peut-être le plus hallucinant, vous avez vu la boulangère, vous avez vu la pharmacienne, évidemment la grande distribution. Alors là, maintenant, c'est le retraité. Jeune retraité, il perçoit une pension de 1928 francs euros. Ce qui est plutôt pas mal. Donc il a une pension de presque 2000 euros. Hein. Donc converti en France, ça lui laisse 2000 euros. Mais la magie, hein, vous voyez, la magie européiste. C'est sa seule source de revenus. Gérard n'a aucun patrimoine, pas d'appartement et il n'a caché aucun billet d'euros sous son matelas. Avec le passage au franc... Oui, il n'a pas caché les euros sous le matelas, évidemment. Il n'a pas fait comme nous. Nous, on a caché les euros dans les cochons. Ses charges fixes incompressibles ont grimpé pour atteindre 93% de sa pension de retraite, réduisant son pouvoir d'achat à peau de chagrin. Alors, ces charges fixes incompressibles, on ne sait pas d'où elles sortent. Hein, c'est quoi dans son appart? C'est-à-dire le prix soudain de son eau, je ne sais pas, peut-être de l'entretien de l'ascenseur ou des espaces communs, a augmenté de 93%. L'ensemble de son revenu doit passer dans des charges. On ne sait pas d'ailleurs d'où sortent ces charges, hein, parce que c'est quand même un intitulé, un libellé très large, les charges fixes. Bon, voilà. Et donc, ce monsieur-là, on nous explique, eh ben, sa retraite, elle a fondu comme neige au soleil. On ne sait plus à qui, quoi, dont, où, mais c'est comme ça, c'est posé. Ah bon, les charges fixes augmentent. Les charges fixes de quoi? De l'appartement, du machin, rien n'est précisé. On ne sait pas. Ça veut dire qu'il me reste 134 francs, ce qui est vraiment très faible. Ça mène pas loin. Voilà. On ne sait pas pourquoi, du jour au lendemain, ces charges, donc le prix de l'ascenseur a augmenté de 150%. Bon, on ne sait pas. La moindre catastrophe, le moindre accident de parcours, je ne peux pas l'assumer. Je veux dire, je ne peux pas, je ne l'ai pas prévu. Qu'est-ce que je deviens? Qu'est-ce que je fais? Dépenses de santé, cadeaux pour les petits-enfants, Gérard doit faire attention à tout ce qui est jugé dorénavant superflu. Bon, il a un bel appartement, Gérard. Alors maintenant, visiblement, même, il peut plus se payer une machine à laver. La machine à laver le linge qui a rendu l'âme. Je n'irai pas l'acheter neuve, donc je vais aller sur les sites d'occasion. Ouais, mais ça, c'est déjà le cas, mon cher Gérard. Les nombres de gens qui vont acheter sur les sites d'occasion, c'est pas la sortie de l'euro qui amène cette situation-là. C'est la baisse du pouvoir d'achat et des salaires et la mauvaise redistribution. Donc, nous dire que c'est la sortie de l'euro, on y est déjà dans cette situation. Maintenant, voilà, le truc de 93% de charges qu'augmente du jour au lendemain, ça, c'est une escroquerie et c'est une connerie. Et en plus, c'était quelqu'un qui vivait très bien avec une retraite de 2000 euros. Il pouvait parfaitement s'en sortir. J'avais l'impression de faire pouvoir plus de choses avant, avec l'euro. Mes revenus étaient fixes. Là, je ne sais pas s'ils vont le demeurer. Ah bon, mais pourquoi?
Qu'est-ce qui se passe? La retraite, pourtant c'est un revenu, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faudra que la caisse de retraite tombe en faillite elle-même, je ne sais pas, mais comment c'est une assertion? Je ne sais pas, mon revenu. Bah déjà, moi, je poserais la question sur les charges, il faudrait peut-être qu'il aille voir son propriétaire. Donc j'avais quand même l'impression de vivre normalement. Direction le lavatory. Tous les malins, et innombrables malins qui depuis plusieurs mois savent que ça pourrait se terminer comme ça, ont sorti leur argent et sont en euros. Et seuls les plus pauvres ne l'ont pas fait et se trouvent avec des euros devenus des francs qui valent rien. Ah d'accord, bon monsieur Attali, on sait pour qui il parle, il nous dit, bah vous voyez, tous ceux qui ont suivi les conseils du banquier au début, qui sont partis aux îles Caïmans, eux ils sont bien, et puis vous, pauvres kidam, vous vous faites avoir, d'accord? Mais nous on vit en France, monsieur Attali, on n'a pas de villa au Brésil ou sur la côte californienne. Ils n'ont même pas les moyens de payer la moindre chose qui contient un produit importé. Or, on ne peut pas dire qu'on va vivre seulement sur les produits français, parce que tout a une partie qui vient de produits importés. Donc. Bah oui, mais c'est en plus des gens comme vous, monsieur Attali, ont passé leur temps avec l'euro à la désindustrialisation de la France, et aujourd'hui, évidemment, plus rien n'est fabriqué en France, mais c'est par la faute de personnes comme monsieur Attali. C'est pas la faute des autres personnes. Quoi qu'il arrive, tous les prix vont augmenter alors que la valeur de la monnaie va baisser. Petit malin, c'est indéniablement la catégorie de Benjamin Karl. Journaliste la semaine, il arrondit ses fins de mois en se rendant tous les week-ends en Belgique pour voir sa fiancée et faire quelques achats qu'il revend ensuite à ses amis, de plus en plus nombreux. Ah, allez, la Belgique, elle n'est pas en crise, donc le monsieur, il irait chercher donc le matériel Altec en Belgique, qui ramènera en France pour faire du bénéfice. C'était quoi, toi, déjà L'iMac. Je pense que c'est celui-là. Attends, je regarde. Fabrice, l'iMac. Ben oui, c'est celui-là. Ouais. Ah bah oui, il n'y a que celui-là dans la pièce, iMac. C'est celui-là, voilà. Donc tu m'avais payé l'avance, c'était 2600 euros. Donc comme je te disais, il y a ma commission de 10%, donc c'est 260 euros. Ok. Dis donc, ils ont tous des euros. Alors, faudrait savoir, quoi, parce que, bon, ouais, je croyais que tout le monde avait, on devait changer ses euros, machin, ça reste trouble, tout ça. T'as besoin d'autre chose, peut-être, pour les prochaines fois, si jamais... Ouais. Je serais intéressé par une tablette. Les revendeurs chez qui je vais d'habitude à Bruxelles, c'est souvent soit Samsung, soit Microsoft, soit Apple. Ouais, Microsoft. Microsoft? Ouais, peut-être. Attends, je vais juste regarder le prix. Eh bien, elle est à 500, là. 500, d'accord. En France, elle est à combien 650. Bien sûr, ouais, 650, bah, je crois que c'était des euros. Non mais, vous voyez, incompréhensible, là on est vraiment dans le... Voilà, incompréhensible. On me dit, oui, en plus, qu'ils vend à ses amis, super le pote, tu m'étonnes, oui, c'est toujours 30% plus cher. Le pote Même avec enfoiré. la commission, tu gagnes toujours 20%. Ok. Ça te semble bien? Ouais, ça m'intéresse. Super. Belle affaire. Ouais. Allez. Salut. Bien heureux ceux qui avaient réussi à planquer des billets d'euros. En plus, très sincèrement, oui, voilà, il fait le voyage. Alors, déjà, il y a une aberration dans cette séquence que je suis passé à côté, mais un ami qui travaille à la SNCF m'a fait remarquer. Il va en Belgique, or, il arrive de Gare de l'Est, déjà, donc c'est Gare du Nord, la Belgique. Bon, on n'est plus à une aberration près dans le reportage, donc quand on le voit Gare de l'Est, déjà, ça peut rigoler, parce qu'effectivement, on part de la Gare du Nord. Et donc, ce monsieur, je veux dire, franchement, si j'ai 3000 euros de matériel pour aller à Bruxelles et que je vais gagner 20%, parce qu'il y a la commission du monsieur, franchement, on y est en 1h30 à Bruxelles. Vous savez, le Thalys, vous arrivez très vite. Vaut mieux prendre son billet parce que ça lui coûtera moins cher encore, puisqu'on est dans le moins cher. Ici, dans l'appartement de Benjamin, toutes les transactions se font en billets non tamponnés. De l'euro, du vrai. Je me retrouve avec une image un peu de dealer. Mais alors, je comprends pas, parce que ce monsieur, il a plein de billets. Mais si la France a rétabli le contrôle d'échange, ce monsieur-là, c'est un trafiquant international. Et en théorie, il ne peut pas voyager avec autant d'argent dans cette monnaie étrangère. D'autant plus que cette monnaie a été, que je le sache, en France, un taux de change préétabli. Donc ça veut dire que pour profiter pleinement de son argent, c'est pas en France, ça ne peut être qu'à l'étranger. Alors, oui, c'est que des incompréhensions comme ça. De produits high-tech. Finalement, j'ai plus l'impression de donner du pouvoir d'achat aussi à ceux qui me demandent les marchandises en France, parce que eux, ils les achèteraient pas au plus cher. Et vous gagnez à peu près combien À titre personnel, je gagne pas grand-chose. Je prends 10% sur chaque produit. Je dirais que je peux gagner jusqu'à 1500 euros par mois, comme ça. Pas mal, hein, le pote, on me dit, ouais, d'ailleurs, il vend à ses amis, super le pote, il l'a pigeonné le gars. Oui, c'est super le pote, il se fait plus d'un salaire par mois sur votre dos, juste en allant chercher des iPhones le week-end à Bruxelles. Pas mal, c'est vrai que pas mal de business.
Sur le front des exportations, la dévaluation du franc est une aubaine. Comme l'Italie il y a 4 mois, la France est devenue bien plus concurrentielle. Ah bon? Ah bah alors je comprends pas, parce que là on nous dit ah bah c'est le rebond pour la France, du coup on va revendre tu vois, plein de produits, etc. Ce qui signifie d'ailleurs au passage que si on vend énormément de produits à l'étranger, ça veut dire qu'on va ramener des devises. Et si vous voyez notre monnaie est compétitive, bah pour le moment ça veut dire que si ça dope les exportations, c'est que les devises vont rentrer dans la France, donc on va s'enrichir. Le voilà, le choc de compétitivité. Pourtant, pour certains exportateurs, l'embellie n'est pas si évidente. Ah, voyez, il y a quand même des mecs pour qui ça marche pas, c'est ça qu'on veut nous dire. Ah non, mais lui quand même. Car avant d'exporter, les entreprises importent des produits et des matières premières. Renaud Grandjean dirige une PME familiale de 320 employés qui fabrique des machines-outils de très haute précision. Ah oui, bah c'est très bien, des machines-outils. Enfin bon, on est concurrencé direct par l'Allemagne. 90% de son chiffre d'affaires est réalisé à l'export. C'est un fleuron de l'industrie. Eh ben alors dans ce cas, si c'est réalisé à l'export, il va gagner beaucoup d'argent ce monsieur. Nos produits sont complètement made in France, mais finalement ils reposent sur des composants qui circulent un peu partout en Europe. Ce produit italien devrait nous coûter un peu moins cher, mais ce produit allemand va nous coûter plus cher. Eh ben alors, dans ce cas, tout va bien, tout est en équilibre. Il nous dit, ce produit italien va coûter moins cher et ce produit allemand va coûter plus cher. Que je sache, si j'enlève moins un là et je mets plus un là, ça fait 0. Donc, de quoi on se plaint? Ce produit qui est réalisé en Tchéquie, on ne sait pas encore trop. Ah bah si, on sait déjà, parce qu'en Tchéquie, déjà, tu dois pas le payer cher, mon ami. On a à faire face à un changement de tous nos prix de revient, à une instabilité chronique qui... Une instabilité chronique. Alors d'un coup, alors on commence par nous dire les exportations repartent, etc. Machin, puis d'un coup ça devient instable. Hein, et là on n'est pas dans l'instabilité en ce moment. Ah bah non, là on est dans le plus parfait, le calme chronique. Hein. Qui ne permet plus d'avoir des repères et de définir clairement nos marges, nos prix de vente, avec les risques que de perdre de l'argent, de voir des marchés bloqués. C'est une période Des marchés bloqués? Mais je ne comprends pas, parce que voilà, en plus c'est marrant, on me dit ah oui, je comprends pas, l'émission ne rentre pas dans l'espace Schengen, on est toujours dedans ou dehors, ce n'est pas vraiment clair, mais rien n'est clair, mon cher Fritz, c'est exactement ce que je veux mettre en exergue, c'est qu'on nous dit la France, ah bah voilà, on va perdre des marchés, machin. On ne sait pas si la France, on présuppose, elle est toujours dans l'Union Européenne et l'Italie aussi, alors qu'elles sont sorties de l'euro. Donc il y a déjà une espèce de contradiction quand même, parce qu'on sait que c'est pas possible juridiquement. Mais en plus de ça, ça voudrait dire bah justement qu'on va profiter de cet avantage. Parce que si on n'est plus dans l'euro et qu'on commence à exporter et qu'on exporte beaucoup vers l'Europe, mais on va gagner beaucoup d'argent. Même puisqu'ils vont nous payer en euros, ils sont censés continuer entre guillemets à être dans l'euro, eux, alors qu'on n'y serait plus nous. Bon, voilà. Très très grande difficulté pour des exportateurs comme Redex. Avec le retour au franc, équiper son usine en machines étrangères dernier cri va aussi coûter beaucoup plus cher. Ah bon? Mais elle coûte déjà cher, madame, puisque c'est l'Allemagne qui fabrique les machines-outils, et elle est leader dans ce domaine. Et impossible de leur substituer de l'équipement fabriqué en France, ça n'existe plus. Ça n'existe plus, puisque l'euro, précisément, a tué l'industrie française. Ça non plus n'est pas mentionné dans le reportage. Aujourd'hui, trouver des machines précises qui correspondent à nos besoins, il faut aller les chercher en Allemagne, il faut aller les chercher... Mais depuis toujours au Japon. Dans des pays qui ont développé ce type de machine, la France n'est plus présente dans ces marchés-là et ne reviendra pas dans ce type de marché qui nécessite des développements longs, coûteux. Donc le retour aux France, c'est un frein à la modernisation de notre outil industriel. Ah oui, mais non, mais alors là, on croit rêver. Donc c'est l'euro qui nous a plongé dans la désindustrialisation et ce monsieur nous dit que c'est le retour au franc qui va nous plonger à nous empêcher de la modernisation de notre outil industriel. Mais il faudrait déjà qu'il y ait un outil industriel, monsieur. Il faudrait déjà que la France, qui a bazardé son industrie, justement sous les coups de boutoir de l'euro, puisse la retrouver et puisse renouer avec une vraie politique industrielle, ce qu'elle n'a plus. Donc ce monsieur-là, pardonnez-moi, mais il est complètement à l'ouest. Il nous dit que c'est la sortie de l'euro qui va au contraire pénaliser le retour à une vraie politique industrielle. On croit rêver. D'ailleurs, ouais, Liberty me dit, il y a que l'emballage qui est made in France dans son entreprise. Au passage, il a raison. Nos clients ont stoppé la plupart des commandes. Ils attendent de voir quels sont les prix. Les clients, ils veulent pas. Alors on nous explique, ça va coûter moins cher, etc. Les clients, ça coûte moins cher. Ils vont encore se poser la question. Je sais pas si je vais acheter. Comment ça, ils savent pas? Si le prix est moins cher, vous croyez pas que les clients, justement, ils vont se précipiter?
Ce sont les taux de parité qui vont s'établir entre les devises. S'ouvre une période d'incertitude, d'instabilité absolument dramatique qui pourrait même remettre en cause la pérennité de l'entreprise. C'est finalement le déclin de l'Europe qui s'annonce à travers cette sortie de l'euro. C'est quelque chose de dramatique à vivre que je ne pensais pas que notre génération allait connaître. Ah oui, parce que je suis désolé, monsieur, mais c'est peut-être votre génération, justement, qui nous a plongé dans le plus grand aveuglement en acceptant tous les principes comment dire, européens qui nous ont amenés justement à larguer des pans entiers de notre souveraineté, qui ont mené à cette désindustrialisation, à ce chômage de masse et sur toutes les conséquences et la panade dans laquelle la France se trouve aujourd'hui. Donc nous dire « Oh bah ouais, je m'étonne ma génération de vivre ça », il faudrait peut-être revenir sur les 30 ans en arrière justement et de tout ce que vous avez accepté. D'autres difficultés apparaissent dans l'agriculture. Bien sûr, les exportateurs français gagnent des parts de marché. Ah, alors ça c'est très important. Donc les exportateurs gagnent des parts de marché. Logique, nos produits sont moins chers, etc. Donc on vend beaucoup plus, évidemment, de produits agricoles. Et pourtant... Mais nos désormais ex-partenaires européens ont du mal à s'en réjouir. Rappelons... Alors, nos ex-partenaires européens. Ah bon, donc ça voudrait dire quoi? On a quitté l'Union européenne? Non, tout ça n'est pas clair. Hein. On ne sait pas, ce sont des ex-partenaires. Et pourtant, ils sont obligés d'accepter les mêmes règles qu'avant. Que la France vend à presque 60% au sein de l'Union européenne. Pas tout à fait exact, d'ailleurs, chiffre repris par Jacques Sapir qui dit que c'est plus exagéré. La France a au contraire une part de un peu plus de 50% qui serait justement basée à l'export hors de la zone Union européenne. Nos clients, notamment européens, ne cessent pas faire. Ah, les clients ne se laissent pas faire. Ah ben, attends, je comprends pas, les clients européens, mais c'est tout leur intérêt. Si je dois acheter mes pommes en France et qu'elles sont moins chères, bah, j'ai intérêt à les acheter en France, plutôt qu'en Allemagne, puisqu'elles vont être 30% plus chères si j'en suis leur raisonnement. Donc c'est complètement aberrant ce qu'il me dit. Ils se disent, attendez, c'est quoi ce pays, la France? Il va nous inonder avec ses produits? Non, ça va pas marcher comme ça. Donc on va trouver tout un tas de choses pour freiner nos exportations sur ces pays-là. Ah, donc on va violer encore les traités européens, hein? Mais il nous le dit pas, ce monsieur. Mais qu'on nous le dise, clairement. Est-ce qu'on viole les traités européens ou pas? Parce qu'il dit, oh, on va trouver des moyens. Mais alors quoi, on viole tous les traités européens? La France sort de l'Union européenne? Comment ça se passe? Et puis à ce moment-là, on met des mesures de rétorsion, parce que si on rétablit des barrières douanières entre les pays, bah, nous aussi, quand ils voudront apporter chez nous, ils pourront plus. Parce que c'est ça aussi, hein, c'est aussi la réciprocité. Le Conseil des chefs d'État et le Parlement européen ont demandé qu'on réévalue, ou plus exactement qu'on dévalue, la contribution financière de la PAC qui devait revenir à la France. Ah, alors là, franchement, honte sur la FNSEA, honte sur vous, s'il y en a qui nous regardent, hein, des agriculteurs, je pense qu'il y en a certains, et qui sont affiliés à ce syndicat. Mais attendez, après une parole comme ça, mais moi je leur rends la carte, je déchire et je leur jette à la figure. Vous vous rendez compte de l'aberration qui vient d'être dite par ce monsieur? Il nous dit que la PAC, hein, on va réduire le montant de la PAC. Mais la PAC est déjà le montant de ce que nous versons à l'Europe. C'est-à-dire tout l'argent qui revient à la France via la PAC fait partie du montant de notre contribution générale à l'Union européenne. Donc ça veut dire qu'on leur file du fric, ils en gardent une partie au passage, vous savez très bien, on leur en file 21 milliards, ils en gardent 7, ils nous en remboursent 13, donc il y a l'argent de la PAC dedans, et cet argent-là, c'est le nôtre. Donc comment ce monsieur, il peut aussi dire un truc pareil que ah bah, l'Union européenne, ils seront pas d'accord, ils vont verser moins d'argent pour la PAC, etc. Mais il faudrait savoir, à un moment donné, alors quand on est encore dans l'Europe et on va accepter que tous les pays soient contre nous dans l'Europe, parce que c'est ça qu'il est en train de nous dire. Donc on se resterait dans l'Union européenne avec tous les pays contre nous, avec l'Italie aussi, au passage, l'Italie on n'en parle plus, mais aussi on serait les deux canards noirs, si j'ose dire, au milieu donc des autres Européens qui nous infligeraient des sanctions économiques à tour de bras. Mais mais c'est une idiotie. Eh oui. Il y aura à l'évidence des résistances de l'industrie allemande. Elle ne se laissera pas faire, notamment dans les secteurs qui souffrent le plus de l'avantage compétitif de la France. Ah, bah, c'est déjà le cas, les Allemands ne se gênent pas puisqu'ils ont, vous savez bien, l'avantage sur le domaine industriel et eux ont conservé tout leur tissu industriel contrairement à nous. Alors, ils nous disent on ne se laissera pas faire. Mais on sera encore dans l'Union européenne ou pas? Quand ils auront les moyens de nous laisser faire, parce que si on a notre souveraineté, on fait ce qu'on veut. Cela créera certainement une tension politique en Allemagne. Je ne veux pas le minimiser. Ah, et attention là, vous avez le point Godwin n'est pas là, le spectre de la guerre avec l'Allemagne sera actif. Ouh là là, si la France sort de l'euro, les Allemands vont reprendre les Panzers. Hein. C'est ça qui nous explique, hein, Otmar là. Mais très vite, les réalités économiques vont s'imposer à nouveau et cela motivera notre industrie à regagner en compétitivité
être encore plus productives. Ah, bah alors, dans ce cas, ça va les motiver. Après, ils nous disent, ah bah ça va s'imposer, ils vont être plus motivés. Bon, bah qui se motivent, hein. Cela nous obligera à pousser encore plus loin les réformes. Ah, bah ça va nous pousser à plus loin les réformes. Allez, les fameuses réformes entamées par Schröder, vous savez, hein, avec l'Allemagne et son modèle hein, qui nous est vanté à longueur de temps par tous nos dirigeants sur les jobs à 1 euro, sur, vous savez très bien, l'Allemagne qui est revenue d'ailleurs sur ces histoires, parce que maintenant ils sont revenus à un SMIC, parce qu'il n'y avait pas de SMIC, hein, il n'y avait pas de temps de travail minimum, il n'y avait qu'un temps de travail maximum, etc. L'Allemagne, en fait, ils ont fait un système au passage à l'euro où ils ont sabré complètement, on va dire, toutes les dispositions sociales, tout le système social, pour arriver à une armée d'esclaves, d'ailleurs, qu'ils ont fait venir l'essentiel de l'étranger, qui travaillent dans l'industrie. Les pays de l'Est, leur ancien empire, sur lequel ils ont désindustrialisé, donc ils ont, surtout dans alors, le plus flagrant, le meilleur exemple, c'est dans l'industrie automobile allemande, où on sous-traite toutes les parties dans les petits pays, puis on assemble tout en Allemagne. Voilà. Et donc il nous dit, bah, on va encore aller plus loin dans les réformes. Bah, allez-y, monsieur, faites les 0 euro job, hein, allez-y, faites les camps de concentration directs, hein. En fait, la France s'est tiré une balle dans le pied. Ouais, et l'Allemagne va se tirer une balle dans la tête. Voilà, on me dit au revoir Frank Reich. Hein, moi j'ai plutôt envie de au Wiedersehen l'Allemagne. On a beaucoup d'investisseurs étrangers qui sont aujourd'hui plus présents en France, hein, qui physiquement ne veulent plus investir en France. Ah bon, ils veulent plus investir, on sait pas pourquoi, ça aussi, une aberration. Alors la France, on vous dit ça rapporte, les exportations repartent, mais plus personne veut investir. On sait pas pourquoi, c'est très cohérent. Ah bah non, on veut plus investir, on sait pas pourquoi ils boudent. On sait pas, il n'y a pas de raison, ils boudent alors que ça marche. Tous sont sortis de la France. On a eu quand même aussi quelques clients qui ont fait faillite, qui ont fermé, hein, clairement. Donc on est face à une incertitude qui bloque complètement les décisions d'investissement de nos clients. En panne d'investissement, l'économie française se contracte. Les multinationales qui ont des filiales partout dans le monde. Ah oui, ils ont des filiales partout dans le monde, et c'est pas la nouveauté, c'est quand même pas la sortie de l'euro qui a amené ça, c'est quand même extraordinaire, vous voyez, ce mensonge, hein, de nous faire croire que c'est la sortie de l'euro qui a amené les multinationales à développer des filiales à l'étranger. Préfèrent développer leurs activités hors de France. C'est ce qu'elles font déjà. Vous savez que la majorité du bénéfice, par exemple, Total ne paye pas d'impôts en France. Mais comme beaucoup d'entreprises du CAC 40. Parce qu'elles s'arrangent pour délocaliser, défiscaliser. Aujourd'hui, en plus, c'est parfaitement facile. On leur a donné tous les outils pour le faire. Et tout l'argent transite par des sociétés offshore, au Luxembourg, aux Bermudes, où est-ce que vous voulez, qui font que ces sociétés-là ne payent absolument rien, quasiment rien en impôts dans les pays de leurs sièges sociaux. Il faut savoir qu'un pays qui sort de la zone euro est un pays qui décide de se sauver, mais de s'isoler. Ah, alors dans quelques mots, il faut le comprendre. Un pays qui sort de la zone euro est un pays qui décide de se sauver, mais de s'isoler. De se sauver. Alors, il faudra reprendre, parce qu'en français, vous voyez, c'est la langue des oiseaux, il y a deux significations de se sauver. Hein, il y a se sauver, je m'en vais, et puis il y a se sauver, je sauve ma vie, je sauve ma peau. Hein, donc, d'ailleurs, c'est souvent lié un peu les deux, hein, puisque souvent on se sauve pour se sauver, entre guillemets. Mais vous voyez, il nous dit ça, on va se sauver. Donc, il ne faudrait pas qu'on se sauve, il faudrait qu'on meure. Moi, si je comprends ce que me dit monsieur, il faudrait, pour ne pas s'isoler, mourir. C'est ça que ça veut dire. Il faudrait mourir pour ne pas s'isoler. Et c'est exactement le but de l'Union européenne, de faire mourir la France en lui faisant croire que si elle ne meurt pas, elle va s'isoler. Et donc, à l'échelle d'un grand groupe mondial comme le mien, on décide collectivement de recruter plus de gens, d'investir plus de ressources. Oui, un grand groupe comme le mien qui excroque depuis des années. Dans les pays qui offrent des perspectives de croissance plus visibles. Ah, plus visibles? Mais quel genre de pays, monsieur, puisqu'on vous a expliqué que la France, justement, connaît des perspectives de croissance. Donc je comprends plus rien, là. Et là, la France est déconsidérée. La France... Par qui? On ne sait pas. La France est déconsidérée. Par qui? Par les autres partenaires européens, mais ils ont déjà déconsidéré l'Italie. La France, elle est déconsidérée. Mais on est encore dans l'Union européenne ou pas? On ne la reconnaît pas. On ne sait plus où est la politique économique de ce pays. On ne sait plus où est son ambition. Ah bon, mais si elle est sortie de l'euro, monsieur, c'est peut-être qu'il y avait une raison. C'est dingue que la FNSEA ait participé activement à cette
comment dire, outil de propagande, ce qui démontre bien la politique et le positionnement de ce syndicat qui est un paravent, qui est pour moi le syndicat qui est un peu comme dans beaucoup de secteurs là pour empêcher les agriculteurs d'avoir accès à une vraie force politique qui les motiverait à savoir et comprendre leur situation réelle, parce que ces gens-là sont en train de les enfumer. D'ailleurs, je les avais déjà croisés à l'époque justement de l'UPR et je peux vous assurer que c'est une belle bande d'enfoirés, je pèse mes mots, puisque ces gens-là sont imbuvables, voilà, ils vous traitent de fachos à tour de bras quand vous voulez sortir de l'euro, alors que précisément, il y a des agriculteurs qui se suicident, qui ne comprennent pas que ce système de la PAC a fait d'eux des esclaves. La France se replie sur elle-même. Voilà, ça c'est le seul truc, les européistes, la France se replie sur elle-même. Et ça fait douter quand même beaucoup nos partenaires. Et d'ailleurs, je note que depuis plusieurs mois maintenant, au Conseil européen, la France a perdu sa place. La France a perdu sa place au Conseil européen, donc on est dans l'Europe, pas dans l'Europe. Si on y est, en quoi on a perdu notre place? Bien sûr, le président français n'assiste plus à la réunion du Conseil de la zone euro, qui se tient toujours en marge du Conseil européen. Ah, alors je comprends plus rien. On nous dit la France a perdu sa place au Conseil européen, c'est le représentant de la FNSEA, et puis de l'autre côté on vous dit la France n'assiste plus au Conseil de la zone euro. Ce qui est incompréhensible pour les deux, parce que soit on est dans l'Union européenne puis on est au Conseil européen et dans la zone euro, ou soit on n'est plus dans le Conseil de la zone euro, mais par exemple l'Angleterre, qui n'est pas dans l'euro, je le rappelle, elle est au Conseil de la zone euro. Alors je ne sais pas si elle y est encore à ce moment-là, tout ça n'est pas précisé. Le retour au franc a un coût politique. Un pays qui renie ses engagements sur la zone euro s'attire les foudres des autres participants, mais cela va au-delà, c'est tout l'édifice communautaire qui vacille. Ouais, forcément, si la France sort de l'euro, on peut estimer que ça va entacher évidemment l'Union européenne et le projet européen. C'était une crise pour la France et aussi pour l'Europe. L'euro a été le projet politique le plus important de l'Union européenne pendant les dernières décennies. Ah oui, il fait bien de le dire, Oli Rehn, il sait de quoi il parle. Donc, si il y avait une fissure forte entre les pays euro, c'était certainement une crise fondamentale pour toute l'unité européenne. C'est, je dois bien le reconnaître, une vérité. Au moins, il n'a pas dit grand-chose, mais il a dit une vérité, c'est que si l'euro s'effondre, il y a peu de chances que l'Union européenne survive. Au moins, il aura eu le réalisme de nous le dire, effectivement. On me dit la FNSEA doit disparaître avant la LICRA et autres institutions. Effectivement, mon cher Franche de Brie, on me dit la France déconsidérée, elle aurait pu faire des affaires avec Monsanto, c'est bête. Ah, attention, dès le 15 septembre, les euros ne seront plus acceptés. Mais ce qui est marrant, vous voyez, l'escroquerie, encore une fois, de ce reportage. On vous dit, les euros ne seront plus acceptés. Or, ce qu'on vous montre sur l'affiche, ce sont des francs euros, puisque c'est comme ça. Donc, les fameux euros de tout à l'heure, le fameux problème quand on nous parlait de double affichage, double monnaie, c'est de l'escroquerie, puisque là, on vous dit bien que c'est les billets tamponnés qui sont plus acceptés. Mais alors, les autres billets, si je m'en tiens à ce qui a été dit, ils font l'objet d'un change. Donc avec le carnet d'échange, puisqu'il y a eu rétablissement du contrôle d'échange, donc tout ça est une aberration. Les euros, ils seront changés au bureau de change comme les autres. Donc là, ce ne sont plus les euros qui seront acceptés, c'est qu'on va tout simplement changer de billet. Vous voyez, encore voilà, encore des confusions qui sont mises dans la tête des gens. Alors là, on arrive évidemment au paroxysme, puisque vous avez vu, on arrive vers la fin du reportage. Donc là, ça monte. Et là, vous allez voir, vraiment, on est dans le délire le plus total, mais qui a une explication évidemment politique. 3 mois après le retour des francs, les nouveaux billets et pièces sont prêts. C'est un exploit. Cela a coûté 4 milliards de francs aux finances publiques, mais ça valait le coup. C'est considérablement plus pratique que de jongler avec 2 monnaies. Ben non, avec une monnaie déjà, puisque 2 monnaies, il me semble qu'il n'y a bien toujours qu'une monnaie sur la France. Les premières maquettes de billets ont été pensées à l'effigie des personnalités préférées des Français. Danny Boone, Omar Sy, Jean-Jacques Goldman, Yannick Noah. Oh, quelle horreur! Mon Dieu! Donc voilà les personnalités politiques préférées des Français. On va mettre Danny Boone sur les billets. Non mais c'est pas se foutre de la gueule du monde. Jean-Jacques Goldman, Omar Sy et Yannick Noah. Non mais on croit rêver. Là le reportage, là évidemment, là ça c'est en fin de reportage. Là ils sont, ça y est, là ils ont pris 4 cachets d'LSD. Là c'est terminé. Là on est vraiment dans des sommets. Et attendez de voir la suite parce que là on va toucher le fond.
Ces propositions avaient déclenché un tel tollé. Imaginez, des personnalités qui n'étaient pas françaises depuis 17 générations. Des personnages, alors là, non carrément, alors là, non mais là, oui, il y a de quoi halluciner, là on tombe complètement. Il nous explique que les gens se sont plaints en disant, oui, ce ne sont pas des Français depuis 17 générations, mais depuis quand on a calculé ça pour la France? 17 générations. Vous vous rendez compte ce que ça représente? Il n'y avait même pas d'état civil. On arrive des fois à peine à remonter jusqu'au 12e ou au 13e siècle pour les états civils. Et là, on nous parle de 17 générations de Français. Mais c'est une escroquerie. Mais tout ça pour vous faire avaler la couleuvre, de vous dire que si vous voulez sortir de l'euro, vous êtes un horrible raciste, vous êtes un horrible fasciste, vous supportez pas les Noirs et les Arabes et les Juifs. D'ailleurs, on a mis de Juifs, de Noirs, il n'y a pas d'Arabes sur les billets, je sais pas pourquoi, mais ils n'ont pas mis les Arabes, ils ont mis des Juifs et des Noirs. Mais pour vous dire, de toute façon, vous êtes un horrible raciste, évidemment, parce que c'est un truc de fracho-franchouillard de vouloir revenir aux France. C'est ça que ça veut dire. Tout ça encore, dans l'inconscient, vous voyez, c'est très bien fait, c'est la télévision, ils ont des moyens. Mais tout ça, c'est bien inconscient. Voilà, vous êtes un horrible facho. Qu'une décision plus consensuelle, plus politiquement correcte avait été adoptée, on mettrait des femmes célèbres. Voilà, on a mis des femmes, bon, pourquoi pas. Des femmes, symbole d'une monnaie qui ne vaut plus grand-chose, les Françaises apprécient la subtilité du raisonnement. Ça c'est vraiment, non mais vraiment, alors pour dégoûter les gens, on a mis des femmes, quelle horreur. Non mais vraiment, vraiment mort de rire, ce sont des enfoirés, on me dit non mais vraiment, je verrais bien Pétain, Louis XIV, Louis XVI, le Télico, Pétain, je suis pas sûr. Yannick Noah, c'est pas le fils de Clovis, c'est inadmissible. Petit coup de propagande antiraciste au passage, voilà, qui est français depuis 17 générations, que des collabobiliers, pourquoi pas d'ananas. Non mais vous avez des réactions, non mais tout à fait normal, c'est hallucinant. Moi j'ai halluciné, ce passage-là est carrément, alors là on est hors du temps, hors de toute considération. Là on touche les sommets évidemment de la propagande européiste qui veut vous faire passer pour des horribles fascistes que vous êtes. En revanche, à l'arrivée des beaux jours, la France bon marché, bradée, disent certains, fait le bonheur des étrangers. La France bon marché, alors faudrait savoir, ça nous rapporte du fric ou ça rapporte pas? On nous dit le tourisme va exploser, mais moi je comprends pas, faudrait nous expliquer à un moment. Voilà, manque plus qu'un billet avec Forest. Les gens qui vont y gagner dans les semaines et les mois qui viennent, c'est l'industrie du tourisme, parce que venir passer des vacances en France sera meilleur, à la fois pour les étrangers et pour les Français, pour qui passer des vacances à l'étranger sera plus difficile. Eh ben alors, très bien, tu vois, parce que les vacances à l'étranger, c'est déjà difficile, monsieur Attali. Il n'y a que vous qui prenez les nations pour des hôtels et qui avez les moyens de voyager d'hôtel en hôtel. La majorité des Français n'ont pas cette chance-là. Donc ça change pas grand-chose. Après, on nous dit, vous voyez, encore une aberration, l'explosion du marché du tourisme. Mais ça va rapporter de l'argent et des emplois, non? Donc l'industrie du tourisme et tout ce qui va avec sera le vainqueur. Mais je ne vois pas beaucoup d'autres industries qui puissent se tirer véritablement positivement d'une situation aussi difficile. Bah oui, parce que les autres industries sont mortes, évidemment, c'est facile. Il existe quoi comme autre industrie, monsieur Attali, puisque vous les avez toutes tuées? Aujourd'hui, avec le TGV, Paris n'est qu'à 3 heures de l'Allemagne. On peut y aller pour le week-end. Alors sans doute que pendant quelques temps, les trains seront remplis d'Allemands. Ah, mais lui, en plus, le Haute-Mar, lui, il vient nous expliquer qu'il y aura des trains remplis d'Allemands avec des euros qui viendront les dépenser chez nous, parce qu'ils seront toujours sur l'euro, les Allemands. Rentrée sociale, le peuple dans la rue. Le peuple y attend que donc, une fois qu'on a connu l'embellie avec le tourisme, qu'on vend plus de produits, qu'il y a moins de chômage, le peuple descend dans la rue. C'est tout à fait logique. La rentrée s'annonce particulièrement délicate. Les entreprises ont vu leur carnet de commandes se vider. Elles sont en situation grave. Se vider? Mais je croyais que c'était l'embellie. Mais c'est pas logique, puisqu'on vend moins cher. Et que on vend tellement moins cher que les Européens sont fâchés, qui veulent prendre des mesures contre nous. Alors les carnets des commandes sont vides. Encore les incohérences. Presque de survie. Elles ne peuvent plus embaucher, ne remplacent pas les salariés qui partent à la retraite, ne renouvellent plus les temps partiels. Elles licencient. Mais ça, c'est le cas actuellement. Le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A, c'est-à-dire sans aucune activité, explose. Alors, le taux de catégorie A explose et on nous dit qu'il y a des trains entiers d'Allemands qui vont venir dépenser leurs euros, que l'industrie va repartir, on va exporter, que même les autres Européens sont pas contents. Et pourtant, il y a plus de chômage. Il atteint 5 millions, 15% de la population active.
vous arrêtez d'investir. Et donc, si vous arrêtez d'investir, pour attendre de comprendre, vous allez immédiatement avoir un effet sur le chômage, parce que moins d'investissement, ça veut dire moins d'emplois, ça veut dire plus de chômage, et vous allez avoir évidemment une montée forte du chômage dans notre pays, en plus d'une chute de la consommation, puisque vous aurez une perte de pouvoir d'achat. Ça veut dire... Ah, voilà, il faut toujours peur, hein, le chômage vous guette. Hein, c'est ce qu'on avait sorti aux Suédois aussi à l'époque pour les forcer à voter oui à l'entrée à l'euro. C'est d'ailleurs ce à quoi ils ont dit non. Que nos propres entreprises sont, si ce n'est désertées par les consommateurs, du moins elles sont dans une phase décroissante de chiffre d'affaires. Et quand le chiffre d'affaires décroît, automatiquement, c'est la paralysie de l'investissement. On est attentiste. Et ça veut dire que nos fournisseurs ne trouvent plus de débouchés à travers nous. J'insiste, pour moi, c'est le scénario catastrophe. Ah bah voilà, il nous fait bien peur, hein, monsieur Leclerc. Hein, ça va être la folie, on croirait que c'est l'Allemagne de l'Est, voilà. Hein, on me dit les trains remplis d'Allemands, c'est à la demande du CRIF, mort de rire. Mais ce n'est déjà plus un scénario. Plus de gens au chômage, c'est moins de gens qui consomment, c'est donc moins de croissance pour les entreprises, qui à nouveau licencient. Mais c'est déjà le cas, c'est déjà le cas. C'est ça qui est extraordinaire. On vous présente une situation dans laquelle nous sommes pour vous dire que c'est une projection conséquente à l'euro, mais c'est déjà le cas. Comme une spirale récessionniste qui s'emballe. L'État coupe à la hache, donc ça c'est la une de Capital. Quand des entreprises ferment et que le nombre de demandeurs d'emploi augmente, l'État perçoit moins de recettes fiscales. Or, la puissance publique a dépensé 166 milliards de plus que ce qu'elle a gagné l'année dernière, environ 5% du PIB. Ouais, pourquoi elle a dépensé plus? On aimerait bien savoir, hein, puisque tout à l'heure ils nous ont dit que c'était 4 milliards le coût des billets, sachant qu'en sortant de l'Union Européenne, on récupère quasiment 21 milliards, donc voilà, donc même si j'ai enlevé les 4 milliards là-dessus, pour le moment, je suis, si je ne me trompe pas, à plus 17 sur les 21. Donc pourquoi tout d'un coup on se retrouve avec 160 milliards en plus? Qu'on nous explique d'où ils viennent. Elle doit donc réduire de 166 milliards de francs ses dépenses. La préparation du prochain budget se fait dans la douleur. Comme si l'État était capable de réduire de 166 milliards les dépenses. C'est un budget infaisable. C'est un budget où il va falloir faire des économies beaucoup plus importantes que celles qu'on avait faites. Il va falloir couper les subventions aux collectivités territoriales. N'importe quoi. Couper les subventions collectives aux collectivités territoriales. Ah bon, pourquoi? Puisque de toute façon, en plus, on nous a expliqué, on va reprendre notre souveraineté monétaire. Si on a besoin d'argent, eh ben, c'est la Banque de France qui nous le donne. Donc, il est où le problème? Geler totalement l'avancement des fonctionnaires. Ne plus recruter. C'est déjà le cas, monsieur Attali, c'est déjà le cas. Un seul fonctionnaire. Si on n'est pas prêt à faire des réformes. On dit plus recruter de fonctionnaires, mais c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. C'est ce qu'ils font, la fameuse loi de Sarkozy, on renouvelle pas 1 sur 2, etc. C'est déjà le cas. C'est déjà comme ça. De ce genre, eh bien, il faut faire un impôt massif sur l'épargne des gens. Ah, faire un impôt massif sur l'épargne des gens, comme à Chypre. Hein, mais ça se fera dans le cadre de l'euro. Vous voyez comment c'est vicieux. Ah, il vous dit que c'est en sortant de l'euro qu'on va faire un impôt massif sur l'épargne des gens. Mais à Chypre, c'est ce qu'ils ont fait, monsieur Attali. Hein, et c'est ce qui nous prépare, c'est pas certainement pour ici, puisque le FMI et tout le monde a donné son aval pour ça. Et dire, je vous prends 5% sur votre patrimoine. Et même si votre patrimoine, c'est des logements, j'en ai rien à cirer, vous vendez votre logement et vous me payez 5%. Et personne n'est prêt à le faire. Oui, personne n'est prêt à le faire, parce qu'on a forcé les Chypriotes à le faire. Et on pourrait bien vous forcer, et nous, forcer les Français à aller dans la même voie. Nous allons couler. Plus aucun budget n'est sanctuarisé, ni celui de la défense, ni celui de l'éducation nationale. L'État doit procéder à des coupes franches. Le gouvernement annonce son intention de réduire certaines prestations sociales. Il veut fermer une centaine d'organismes publics et plusieurs chaînes de France Télévisions. Ah, carrément, évidemment. Bon, ça, c'est peut-être pas la plus grosse des pertes. Hein. Ironie de la situation, la France est contrainte à des mesures d'austérité bien plus conséquentes que celles dont elle avait voulu se dégager en sortant de l'euro. Ah oui, d'accord, donc c'est pire. Vous voyez, on vous dit, tout à l'heure, vous avez ne pas sortir de l'euro, c'était travailler 70 ans, 30% de salaire en mois, etc. On vous dit, ah ben là, c'est encore pire. Bon ben voilà, donc en fait, c'est la piqûre d'un côté ou de l'autre, c'est ça que veut nous dire le reportage.
Les décisions qu'il fallait prendre n'ont pas été prises. Mais elles n'ont pas été prises à cause de gens comme vous, mon cher secrétaire général de Force ouvrière, hein, qu'on attend que vous défendiez un petit peu les intérêts des ouvriers, ce qui n'est pas votre cas, parce que les syndicats nous en fument aussi. Hein, les syndicats, tous payés par la Confédération européenne des syndicats, la CES, qui leur fournit des subsides et pour lesquels ils ont signé un texte qui sacre le libéralisme comme doctrine économique dans toute l'Union européenne. Donc ces gens-là qui se prétendent force ouvrière, mais ils me font rigoler. Hein, les gens du CNT, lutte ouvrière, etc., que j'ai rencontrés aussi, vous me faites tous rigoler. Hein, parce que vous ne défendez pas les intérêts des ouvriers, vous défendez les intérêts de du grand patronat et du grand système financier international. Alors pas directement, ah non, pas directement, vous n'avouez pas directement, on va dire, oui mais c'est les décisions qui n'ont pas été prises, mais quelles décisions il aurait pris lui, monsieur Mailly, à la place, hein, parce que ça fait 30 ans qu'il nous enfume avec l'euro, monsieur Mailly. Il n'y a aucune raison que les salariés soient encore la victime. D'ailleurs, Force ouvrière, je rappelle, un syndicat qui a été complètement créé à l'époque, après la Seconde Guerre mondiale, par la CIA, et qui avait pour objet de contrecarrer l'influence des Russes sur la CGT. Et jusqu'à aujourd'hui, tous ces dirigeants sont extrêmement bizarres, parce que ce sont des gens qui participent activement, hein, toujours de fond, à faire établir toutes les mesures. Et comme Nicole Notat, cette ancienne aussi secrétaire générale, qui elle a fini aujourd'hui à travailler pour le grand système financier international. Vous demandez bien qui l'a payé et comment on fait des grands écarts comme ça. On passe de défendre les ouvriers à tomber avec les bourreaux. On est dans une situation, effectivement, où jusqu'à quand les gens sont prêts à accepter certaines choses. Et il arrive un moment où les gens n'ont plus rien à perdre. Et quand on n'a plus rien à perdre, c'est là qu'on rentre dans une zone qui est une zone, par définition, certains peuvent dire, peut-être une révolution, je ne sais pas, j'en sais rien. Mais en tous les cas, quand vous n'avez plus rien à perdre, hein, et que vous n'arrivez plus à vivre, que les services publics ne fonctionnent plus, à un moment donné, vous avez envie de tout casser, quoi. Hein. Ouais, peut-être c'est bien ça, ce à quoi ils appellent, hein, voilà. Hein, oui, voilà, on me dit, yes, il installe, etc. Mais non, mais sérieux, je suis très sérieux sur cette info, tout à fait. Et c'est humainement normal. La France aura à faire face à des mouvements sociaux considérables. Ah bon, et l'Italie et les autres pays, et l'Allemagne, par contre, il ne se passera rien. Il est très difficile de prévoir ce que seraient les réactions de la population si la France devait se retrouver déclassée, comme un pays de seconde zone. Un pays de seconde zone encore, vous voyez, toujours cette idée qu'il y a deux Europes, hein, une Europe des riches et une Europe des mauvais, hein, comme il disait tout à l'heure Mariton. Ces annonces de réduction drastique soulèvent le pays tout entier. Salariés du privé, du public, retraités, mais aussi chômeurs et chefs d'entreprise ne peuvent s'y résigner. Ah c'est là, oui, chômeurs, chefs d'entreprise, retraités, salariés du privé, du public, autant vous dire, oui, c'est la révolution, mais dans ce cas, c'est peut-être pas la révolution pour garder l'euro. Vous voyez que tous ces gens-là vont descendre dans la rue, donc pour garder l'euro. Savoir quel est. Pas plus que les parlementaires. Qu'attendez-vous pour vous en aller des territoires. Ils refusent de voter le budget et les textes prévoyant les économies à réaliser. Un véritable chaos politique. C'est oui, un véritable chaos politique. Alors je signale qu'en plus, ce reportage, évidemment, qui prétend un documentaire fictif, donc filmé avec des situations réelles. Parce qu'en fait, ce qu'on nous montre, hein, qui vous est présenté comme de la fiction, hein, se base sur des faits réels et sur une situation réelle qui est grave. Hein, où là, oui, effectivement, quand les gens vont dans la rue, on dit à Manuel Valls, t'es foutu, il se fait huer de partout. Ça, c'est la réalité. Il n'y a pas besoin d'attendre la sortie de l'euro. C'est maintenant. Ça, c'est maintenant. Depuis septembre 2014, en France, personne ne veut gouverner. La droite ne veut pas gouverner parce qu'elle n'est absolument pas prête, elle n'a pas de programme, elle n'a pas réfléchi. La droite, si c'est la gauche qui est élue, il faut d'abord qu'il y ait un changement de gouvernement. Je ne sais pas, c'est un peu bizarre ça. De son échec, elle n'a rien fait. La gauche ne veut pas gouverner parce qu'elle se trouve impopulaire. La seule qui veut gouverner, c'est Marine Le Pen. Ah tout à l'heure, elle voulait pas gouverner, c'est ce qu'il disait Attali, maintenant elle veut gouverner. Ça va, il a évolué entre le début du reportage et la fin. Hein. Attali, au moins, il se fait pas d'idée. Mais est-ce que le président de la République va démissionner ou simplement dissoudre l'Assemblée qui ne veut plus voter les lois? Ça, c'est une question qui reste ouverte. Ah. Alors voilà, donc là, ils nous ont fait le coup de la Grèce. Carrément, France 5 s'arrête, hein, voilà, évidemment, en raison de coupures budgétaires dans le secteur public de l'audiovisuel. Nous sommes dans l'obligation d'interrompre définitivement nos programmes. Eh ben, ce ne sera pas pour déplaire à certains téléspectateurs parce que c'était des programmes à chier. Non mais, on a envie de leur répondre ça, quoi. Franchement, on applaudit, quoi. Le jour où ça se passe, franchement, moi, j'aurais pas versé une larme, hein, je vous dis, pour France 5, hein, ni pour Arte, avec son président de comité de directoire, un certain BHL, etc. Tous ces gens-là qui se
se gavent la panse sur le service public pour nous présenter des outils de propagande comme ceux-là, qui sont payés grassement pour faire ça, le sale boulot, eh ben, le jour où toute cette mascarade s'arrête, je peux vous assurer, je lèverai mon verre. Est-ce que vous croyez-vous à ce scénario? Est-ce que ça va arriver? Je pense qu'un éclatement de la zone euro, sous quelque forme qu'il soit, aura lieu d'ici la fin de 2015. Voilà, d'ici la fin de 2015, voilà, ce que prédit Jacques Sapir. Mais lui, en tout cas, il croit à un éclatement de la zone euro, que c'est parfaitement possible. À votre question, est-ce que je crois à un schéma versus 2011 qui envisagerait un éclatement de l'euro? La réponse est non. Est-ce qu'un chemin a été parcouru? À la question, est-ce qu'il demeure une menace? La réponse est oui. Quelle est cette menace? C'est aujourd'hui malheureusement la France. Donc c'est la France qui menace la sortie de la zone euro et M. Barouin et l'Espagne, et le Portugal, et l'Irlande, et la Slovaquie, et le machin. Non, tout ça, ça ne compte pas. C'est nous, évidemment, parce que nous, on le sait très bien, mais c'est contre notre intérêt. Quand est-ce que M. Barouin, lui, sera un peu patriote, ce serait pas mal. Je ne crois pas à la sortie de l'euro. Ah bah ça, c'est sûr. On le savait, Christophe Barbier, il n'y croit pas. En revanche, je pense qu'on va traverser encore de nombreux soubresauts avant d'arriver au stade de maturité de l'euro, c'est-à-dire une monnaie au service d'une politique économique. Ça c'est super, c'est le blabla qu'on nous raconte depuis 20 ans. Ça fait 25 ans quand même qu'on nous raconte le même blabla, ce monsieur il y croit encore. Il croit encore au Père Noël. À son âge, il faudrait peut-être lui dire que ça n'existe pas. C'est travaillons plutôt entre Européens pour que ce bien commun qu'est l'euro... Tout à l'heure on parlait que la France va s'isoler, et puis lui il nous dit qu'il faut travailler entre Européens. Entre blancs quoi, faut le comprendre comme ça aussi, ça c'est en filigrane, entre pays blancs et blancs riches, si possible, parce que les mauvais, là, comme il dit Mariton, la Grèce, l'Espagne, faut les virer. On va faire une espèce d'union Méditerranée, ils iront avec l'Algérie, le Maroc, ils seront un peu plus proches qu'avec nous, c'est pas possible. On lui enlève ses faiblesses. Il ne faut pas remettre en cause l'euro en tant que tel, mais il faut créer une autre Europe. Ah, voilà, ça c'est le discours enfumeur de Force ouvrière et tous les syndicats. L'autre Europe, le mythe de l'autre Europe. Nous, on avait déjà fait une vidéo à l'époque qui s'appelait le mythe de l'autre Europe. C'était pour dénoncer tous ces gens-là qui vous enfument avec ce mythe de l'autre Europe, parce que l'autre Europe n'est pas possible. On ne pourra jamais arriver à l'autre Europe. L'autre Europe, c'est une chimère sur laquelle on vous envoie pour vous faire croire que si ça ne marche pas aujourd'hui, ça marchera mieux demain. Mais ça fait 40 ans que ça dure comme ça, 40 ans. Vous savez, c'est un peu comme le mec, il vous doit 1000 euros, et puis pendant 40 ans, il vous... je vais te les rendre, je vais te les rendre. Il va jamais vous les rendre. Au bout d'un moment, au bout de 40 ans, vous n'allez pas me dire, vous allez croire qu'il va encore vous les rendre. Et bien là, c'est un peu ça, l'autre Europe, le mythe de l'autre Europe. C'est sur ça qu'on emmène toute la gauche, l'extrême gauche depuis longtemps, en portant une critique de l'Union européenne, mais jamais en remettant ses principes fondamentaux, comme l'euro, il le dit, je ne veux pas sortir de l'euro, point. Ça, c'est le préambule. Et après, on vous raconte de la littérature. Avec d'autres modalités de la construction européenne. D'autres modalités de la construction européenne. Mais comment il va faire, Jean-Claude Mailly, puisqu'il faut les 28 signatures? Comment il va faire? Même les plus grands partisans de la sortie de l'euro seront les premiers à mettre leur propre argent de côté et à garder leur argent en euros. Ah bon, il prédit quoi, M. Attali? Les plus grands partisans, ils pensent à qui? Quand on aura bien compris ça, on comprendra que la sortie de l'euro est une absurdité, un suicide qui conduira la France à la déchéance absolue. Ah bah oui, mais ce problème, c'est M. Attali, ça fait 20 ans que vous nous racontez que l'euro, c'était l'absolue modernité, que c'était ce qui allait ramener la croissance, qui allait ramener la France, qui allait porter la paix, qui allait porter la prospérité économique. Aujourd'hui, on voit bien que tout ça est faux. Le continent est à feu et à sang, tout le monde est appauvri, le pouvoir d'achat a baissé, et aujourd'hui, les pays d'Europe, on en est à un Otmar Sissine qui nous dit ça va pas plaire, ça va réactiver les trucs en Allemagne. Donc voilà, c'est ça votre conséquence de l'euro. Et il ose nous dire après s'être planté lamentablement depuis 30 ans, je vais encore vous prédire que si vous sortez de l'euro, ce sera la plus grande catastrophe. Mais monsieur Attali, laissez la place. Laissez donc la place, vous vous êtes planté, ça fait 30 ans que vous vous plantez, vous ferez mieux de vous taire à un moment donné. Tant pis pour les fans d'Attali, je sais qu'il y en a certains qui nous regardent, les fans d'Attali, je suis désolé, votre gourou il s'est planté, ça fait 30 ans qu'il se plante.